Bon les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de SaaS Makers. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est ultra important et on doit tous passer par là. C'est le sujet de la TVA. Alors moi j'ai passé pas mal de temps quand je tombais sur ce sujet-là à devoir traiter pour comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les différences quand on regarde les entreprises qui viennent de l'Europe, des entreprises hors Europe, etc. Et Valérian aussi a travaillé beaucoup sur ce sujet au début de son SaaS pour Crisp. Et du coup l'idée c'est un peu de faire un épisode pour vous faire gagner du temps et surtout, que vous puissiez un peu mieux vous y retrouver quand vous allez devoir aussi gérer ça pour, que ce soit sur les systèmes de facturation automatique ou au code in-house. Donc voilà, comment tu vas Valérian? Et est-ce que tu peux nous expliquer déjà, c'est quoi la TVA et ça sert à quoi? Eh bien, ça va très bien, Julien. Bonjour à tous. Alors la TVA, très simplement, donc c'est un impôt qui a été créé, heu, par l'État, donc il me semble que c'est même une invention française, qui a été créée il y a, plus de 50 ans de ça, j'ai pas la date exacte. Donc son but, c'est financement de l'État. Il a été copié, par, énormément de pays en Union Mmh. européenne, mais pas que. En fait, on a les États-Unis aussi, qui dans certains États, par exemple la Californie ou le Canada, qui ont une forme de TVA. Ça s'appelle pas la TVA partout. Donc Ouais. vous verrez pas sûrement JST, donc GST, ou d'autres termes. Il y en a plein selon les pays. Donc la notion de TVA, en fait, c'est simple, c'est, de manière très globale, c'est un impôt qui est collecté par les entreprises sur les dépenses, les achats à la consommation. Ouais. C'est un impôt sur la consommation qui sont faites par les particuliers, sur ces produits d'entreprise. Donc c'est les fameuses taxes sur la valeur ajoutée. Il faut savoir que les régimes sont différents en fait selon, est-ce que tu es un particulier qui interagit avec une entreprise, qui te vend un produit ou service? Ou alors, une entreprise qui interagit avec une autre entreprise. Il y a aussi la notion d'extraterritorialité. En fait, si tu interagis avec une entreprise allemande, par exemple, en tant que particulier français, en fait, quelle TVA finalement est-ce que tu vas payer? Puisqu'il y a de la TVA en Allemagne. Si tu es une entreprise, qui fait du business avec une entreprise, pareil en Allemagne, quelle TVA est-ce que tu vas payer? Mmh. Donc il y a vraiment une matrice, de décision en fait de, où est-ce que la TVA, est collectée, à quel taux et à qui est-ce qu'elle est reversée. Ouais. Donc c'est tout le sujet du podcast parce que quand on a un SaaS Mmh. justement, on traite beaucoup avec des clients qui sont, à l'étranger. Exactement. De toute façon, ça, j'ai marqué tous les plans, que ce soit, consommateur, entreprise, on aura le temps de revenir sur chaque cas pour bien comprendre et pas faire d'erreur. Donc effectivement, ouais, donc la TVA, c'est un impôt mondial. Et en gros, je voudrais juste on peut peut-être démarrer par, peut-être démarrer par les différents cas, par Ouais. priorité. Donc prenons le cas de Crisp par Voilà, ouais. exemple. Donc, Crisp, on vend un simple service client. Nos clients sont vraiment répartis à travers le monde. Donc Ouais, on est une entreprise domiciliée en France. OK. Donc en fait, on aura déjà 2 types de clients qu'on va considérer quand tu vends, le service. Donc on aura le B2C et le B2B. Voilà, on va parler du B2B d'abord. Ouais, parce qu'en fait, Crisp, a Mmh, priori, tu n'interagis pas avec nous de façon B2C. mmh, Tu es forcément une boîte qui achète notre service. mmh. Mais ça ne je veux pas dire je vais pas dire non plus que le B2C n'existe pas en fait en Non, bah, transaction chez d'ailleurs, nous. Jomo, là, qu'on vient d'interviewer, c'est du B2C, tu vois? Effectivement, Exact. essentiellement, ouais. Donc en fait, l'idée, c'est quand tu es B2B, donc tu as une notion de territorialité. Mmh. Donc admettons que toi, tu achètes du service chez Crisp, donc tu payes, Je suis une entreprise 100 française. € par mois Mmh, pour simplifier. Tu es une entreprise française. Donc nous, en fait, tout simplement, on va te facturer, 20 la TVA française sur tes fac voilà. sur nos factures à toi. Mmh, Donc on va collecter l'impôt que tu vas nous payer et que nous, on va reverser, tous les mois. Donc c'est mensualisé chez nous. Ça dépend, tu peux la payer de façon trimestrielle et cetera. Et donc, finalement, toi, ta TVA, tu vas déclarer aussi finalement le fait que tu l'as payée, et c'est exactement. vérifiable d'ailleurs sur Sur les la factures, facture, si ouais. tu as un contrôle. Et donc en fait, si tu achètes par exemple, admettons ton Mac, et que tu l'achètes, 1 000 € disons, Mmh, pour simplifier, donc tu auras 200 € de TVA que Apple va te facturer. Heu, Nous, on t'aura facturé, admettons sur 10 mois, on t'aura facturé, 200 € de ouais, TVA ouais. et un service à 100 € par mois. Donc en fait, ça va être neutre fiscalement pour toi. Parce qu'en fait, tu vas récupérer la TVA que tu as payée Voilà. sur le Mac de l'autre côté sur ce que tu as payé sur Crisp. Mmh, L'idée, en fait, c'est que toi, en tant qu'entreprise, c'est pas toi qui paye la TVA, en fait. C'est le consommateur final. mmh. Sauf qu'en fait, heu, tu peux avoir du B2C chez toi qui achète ton service et du coup, il y a une équation, en fait, qui se met à faire à la fin du mois où ils vont Mmh. pondérer, ils vont dire genre: «Qu'est-ce que tu dois au final?» selon leurs règles. Heu,
Il y a un cas plus compliqué, du coup, ça va être le cas Union européenne. Donc attends, juste pour résumer, donc les entreprises françaises qui achètent notre produit quand ils ont une entreprise française, on leur facture la TVA, et cette TVA-là, ils la déclarent chaque mois dans leur service de Oui, comptabilité par c'est leur ton comptable, comptable qui fait et ça. ils la récupèrent, soit ils la payent s'ils ont récupéré plus de TVA de leurs clients qu'ils ont dépensé en achetant du matériel informatique ou des services, soit ils la récupèrent en fait parce que voilà. Mhm. Donc on facture la TVA à l'entreprise française. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais a priori, si tu achètes un Mac, si tu fais une dépense uniquement chez Apple, par exemple, et que tu as payé 200 euros de TVA, tu vas la retrouver, l'État va te rembourser des Voilà, 200 euros de TVA. tu reçois un virement à L'idée, partir d'un en certain fait, moment. Ouais. c'est juste que si tu fais autant de dépenses en B2C, Mm. en TVA, que tu en Non, c'est payes de quand l'autre tu côté, gagnes en fait, quand tu as des clients qui te payent eux la TVA, ouais, tu veux c'est dire. Ouais. ça. En fait, l'État pourrait te rembourser zéro si tu as Ouais. autant de TVA collectée que de TVA Exactement. dépensée. Et de toute façon, tu l'as récupéré vu que tes clients, ils ont payé 20% de plus, en fait, le prix. Donc, on va résumer ça par le fait que c'est un impôt neutre pour les entreprises, Mm. puisque c'est pas toi qui le payes, en fait, au final. Exactement. D'où le fait d'acheter d'ailleurs son matériel informatique avec Avec sa son boîte. entreprise. Ouais. En revanche, du coup, si tu es particulier français et que tu achètes un service CRISP qui est en France, Mm. on va te mettre 20% de TVA sur tes factures. Et là, par contre, tu ne le retrouveras pas en Ouais. tant que Parce que le particulier. Donc particulier, il CRISP, n'a pas moyen de déclarer la TVA qu'il a dépensée. En fait. exactement. Et donc CRISP, finalement, va déclarer cette TVA que tu as payée et le payer à l'administration fiscale. Exactement. Et tu ne le reverras jamais. Donc l'idée, en fait, c'est justement, si tu vends un service 100 euros hors taxe, mondialement, l'idée, c'est aussi de ne pas inclure la TVA dans ton prix et de l'ajouter, en fait, selon les clients, Mm. Au au-dessus, checkout. au checkout. Parce que Mm. c'est pas à toi, entreprise, d'assumer l'impôt Ouais. pour tes clients. C'est-à-dire que tu vas pas te dire, OK, bah, en fait, finalement, je gagne 80 euros par mois pour les clients français parce que du coup, j'ai assumé la TVA pour eux, mais par Mm. contre, pour les clients US, je prends les 100 euros, quoi. Mm. Donc le client français paiera 120, en fait, s'il est particulier. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent au checkout le prix qui change par rapport à la pricing page. Et c'est Exactement. une très bonne... moi, j'affiche toujours sur ma page de pricing page les prix achetés, en fait, hors taxe. Hors taxe, ouais. Donc après, derrière, bon, bah, soit ça dépend de la boîte le prix va être fixé en fonction de qui est qui. Donc ça, on a parlé d'entreprises françaises et des consommateurs français. Exact. Maintenant, on va parler des entreprises européennes et du consommateur européen. Est-ce que tu peux Ok. nous expliquer comment ça fonctionne? Parce Là, que c'est là où ça devient un peu plus compliqué. ça se complexifie. Donc, dès que tu arrives en Europe, en Union européenne, avec une relation entre deux entreprises en intracommunautaire, qui sont Ouais. dans des pays différents de la communauté européenne, on va arriver dans un mécanisme qui s'appelle la VATMOS, donc VATMOSS. Donc, c'est un mécanisme qui a été mis en place il y a quelques années. L'idée, en gros, c'est que tu traites avec une seule administration fiscale pour payer finalement la TVA que tu as collectée dans tous les pays européens. Ouais. Donc, par exemple, celle de ton pays. Donc, admettons que CRISP français, boîte française, maintenant, il y a une boîte allemande qui nous achète notre Mm. service. Pareil, 100 euros par mois. Boîte allemande, on va pas lui facturer la TVA sur les factures mensuelles. Ça va être 0%. Ouais. Si et seulement si, on a vérifié le fait que c'était une entreprise une entreprise de façon valide, c'est-à-dire qu'on a validé son numéro de TVA, TVA. intracommunautaire. Exactement, ok. Donc, il y a un numéro en fait que tu obtiens qui est valide dans l'Union européenne et que tu obtiens auprès de ton administration fiscale locale. Bah, quand Donc, tu c'est crées les ta boîte, tu as ton fameux. numéro de TVA, de toute façon. Mm. Oui, par contre, il faut l'activer en payant une première fois sa TVA. J'avais fait l'erreur une fois de Ok. ne pas payer la première fois la TVA parce que c'était genre annualisé ou je ne sais plus quoi. Mm. Et en fait, mon numéro n'était pas valide. Donc, de l'autre côté, quand j'ai traité qu'un client allemand, les autorités fiscales allemandes, en fait, lui ont dit bah, le numéro de TVA intracommunautaire qui est sur la facture, là, qui était le mien, Il marche il n'est pas. pas valide. Ok. Donc, vous devez assumer la TVA. En fait, on va le traiter comme client B2C. Et donc, là, il y avait un problème. Donc, j'ai dû finalement Mm. courir à appeler l'administration fiscale française pour aller en fast track, obtenir un numéro de TVA français pour pouvoir justifier à l'administration fiscale allemande le fait que j'étais vraiment une entreprise qui existait. Ouais, européenne, ouais. Donc, bien vérifier que le numéro de TVA est valide quand on traite avec un client, parce que ça peut être requalifiable. Et donc, en fait, c'est le fameux numéro de TVA. Ça commence par FR quand tu es en France, DE quand tu es en Allemagne. Donc, c'est le fameux numéro que tu mets quand tu check out un service et que tu veux être considéré comme B2C et ne pas payer la TVA. En revanche, le client allemand de l'autre côté, il va devoir s'auto-assujettir à la TVA. Donc, en fait, l'idée, c'est que la TVA en Allemagne, je crois que c'est 21%, un truc comme ça. 19, je sais pas. Là, tu parles Enfin, de bref. l'entreprise allemande. Hein. Exactement. Qui a consommé le service CRISP. Mm. Il va devoir finalement déclarer et payer cette TVA au-dessus de la facture CRISP Ah bon? qui avait Ah ouais, je 0% savais même pas ça. chez lui. Donc, ça, c'est le comptable qui le fait. Ok. Donc, on appelle ça en anglais reverse charge. Ah Et oui, d'ailleurs, d'accord, c'est ça, la reverse charge. tu dois le mentionner sur ta facture, d'ailleurs, selon le code général des impôts, machin, TVA intracommunautaire. C'est le client qui doit s'auto-assujettir sa TVA.
Donc ça, c'est plus ta responsabilité, c'est l'acheteur Et le comptable, et son et comptable. son comptable. Mm. Mais de toute façon, tu sais très bien qu'en Allemagne, il va retrouver la TVA aussi Ouais, de l'autre côté. C'est voilà. juste l'idée, c'est d'avoir une sorte d'équivalent à comment ça fonctionnerait localement si jamais l'entreprise Mm. allemande payait, acheter un service à une autre entreprise allemande de la même façon que ça D'accord. fonctionne pour une relation entre deux entreprises françaises. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Tu dois juste vérifier que le numéro de TVA intracommunautaire est valide. Mm. En revanche, du coup, si c'est du B2C, ça se complexifie. Voilà. Donc là, on a l'Allemand qui achète Crisp. Voilà. L'Allemand achète Crisp. Je sais que la personne est en Allemagne. Je dois le Ouais. vérifier à partir de sources de données qui sont à peu près fiables, Son code l'adresse postal, IP, souvent, code c'est. postal, etc. Quand tu fais du e-commerce, ça se Mm. vérifie assez facilement, puisque c'est l'adresse d'expédition. Voilà. Donc là, tu vas te dire, je suis une entreprise française qui vend des chaussures. Là, c'est simple. Je vais appliquer les 19%, il me semble, de TVA allemande Voilà. sur les chaussures que j'ai vendues parce qu'elles sont expédiées en Allemagne et qu'elles sont payées éventuellement avec une Et carte parce que la allemande. TVA est 19% en Allemagne et pas 20%. Voilà. Ok. Exactement. Dans le cas de CRISP, on se base sur l'adresse de la carte bancaire, je crois. Enfin, Mm. bref, il faut une source quand même de données assez fiable Ouais. parce que ça peut être requalifiable en cas de contrôle. Cette TVA-là que tu as collectée, il va bien falloir la reverser à quelqu'un d'autre, Mm. à une administration fiscale. Ça va être l'administration fiscale de ton pays. Mm. Donc, c'est ce qu'on appelle, il me semble, le one-stop shop, enfin dans le jargon. L'idée, c'est que tu as un guichet unique qui vient en fait finalement centraliser toute la collection de la TVA. Tu peux vendre un service CRISP à un client estonien en B2C, allemand, etc. Mm. Tu vas collecter des TVA qui sont différentes. Donc déjà, il faut les calculer. Ouais. Il faut savoir de combien elles sont en pourcentage pour la reverser à la France, puisque Mm. tu es une entreprise française. Et ensuite, la France se démerde pour reverser le dû aux administrations fiscales estoniennes, allemandes, etc., puisque finalement, c'est de la TVA qui est Mm. due en Allemagne ou en Estonie. En revanche, encore une fois, si tu atteins certains montants mensuels, Exactement, il y a des thresholds. des thresholds, par pays, donc c'est-à-dire que si jamais je connais mal les thresholds parce qu'on les a pas atteints, mais en gros, tout simplement parce qu'on fait pas de B2C en fait. Ouais. Si tu atteins, il me semble que c'est des 10 000 euros par mois de TVA ou Par enfin exemple, 40 quelque 000 chose comme dollars ça. par mois en Allemagne, ouais. Vérifier les montants parce que je les connais pas. Ouais. Tu vas devoir en fait traiter en direct avec Mm. l'administration fiscale du pays pour lequel le threshold de TVA a été atteint. Exactement, ouais. Par exemple l'Allemagne. Et donc là, tu vas devoir ouvrir un compte, machin, enfin interagir avec leur administration fiscale et payer la TVA localement, en plus de la payer à la France pour tous les autres pays qui n'ont pas atteint ce threshold et ton propre pays du coup. Donc on paye à notre propre pays quand on n'a pas atteint le threshold, et dès qu'on a atteint le threshold, donc d'où l'intérêt d'être au courant de combien c'est partout, eh bien on la traite avec l'administration fiscale du pays allemand, par Et exemple. exactement. Si, Donc les règles sont plutôt unifiées d'un point de vue européen, donc les thresholds ne sont pas par pays, il me semble que c'est global en fait, c'est-à-dire que on va pas dire que l'Estonie a un threshold différent que l'Allemagne, tu vois. Mm. Encore une fois, à vérifier, mais je sais que les règles sont simplifiées, D'accord. bien qu'elles soient complexes quand même pour un entrepreneur à implémenter. Ok. Donc là, on a traité le cas de l'entreprise européenne et du consommateur européen. Et maintenant, le dernier cas, c'est qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise qui est en dehors de l'Union européenne, donc par exemple les Américains ou les Australiens, et les consommateurs en dehors de l'Union Hmm. européenne. Alors là, ça se complexifie encore plus. Donc, chez nous, on a simplifié parce qu'on est une entreprise française et qu'on n'a Ouais. pas de succursale. Donc, pour nous, c'est très simple. Si tu vends à un client, par exemple, au Canada ou en Californie, là où il y a, je sais, de la GST ou enfin, une sorte de TVA En locale, Californie, ouais. Mm. en fait, on ne paye rien, c'est 0%. Donc, on Mm. facture 100 euros, tu vois, à un Voilà. Américain. Par contre, pour ne pas dire en revanche, parce qu'il y a vraiment des Mm. if then else, tu vois. Si on avait ce qu'on appelle un nexus aux États-Unis, c'est ce qui est dans le jargon des États-Unis, on appelle ça un nexus, c'est-à-dire une succursale en Californie, Ouais. spécifiquement en Californie, dans l'État sur là où notre client est localisé. La Californie va considérer que on va devoir prélever la TVA, collecter la TVA pour les clients californiens. C'est quoi Donc une c'est là succursale? une succursale, bon, ça va être, on a des bureaux là-bas, par exemple, D'accord, avec une ok. boîte locale Mm. qui embauche des Américains, ou on a un entrepôt, enfin, en fait, on a une Ouais. présence légale, quoi. Mm. Et du coup, ça complexifie parce qu'aux États-Unis, il me semble bien que les nexus, c'est considéré par État. Donc, c'est-à-dire que si Exactement. l'État voisin a une TVA et que tu n'es pas présent dans cet État voisin, tu vas mettre 0% pour cet État-là. Par contre, si tu as une présence en Californie, par exemple, et qu'un Californien t'achète en B2C, TVA. Donc en fait, c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc quand tu as une boîte, un SaaS assez simple où tu as une seule entité légale, bon, ça va, tu vois. Tu considères que tu te charges Mm. 0% pour les pays étrangers à l'Europe. Parce que tu n'es pas dans cette Ouais. communauté de pays, en fait. En gros, c'est les boîtes qui t'achètent ton service dans ces pays-là se démerdent avec leur comptable pour traiter ça comme Comme une service dépense, ouais. international et puis appliquer les règles locales. C'est pas ton job. Donc ça, c'est pour le consommateur en dehors de l'Union européenne, et Ouais. l'entreprise en dehors de l'Union européenne, c'est la même chose, en fait. Je fais pas de distinction sur ça, en Ok. effet. Après, c'est les douanes qui s'en occupent. Le problème, en fait,
des produits digitaux, en fait, enfin, numériques, c'est qu'il n'y a pas vraiment de notion d'import douanier, machin. Enfin, c'est assez flou. Tu vois, on est un peu dans un flou juridique. En tout cas, quand je m'étais renseigné, quand on avait lancé Crisp. Donc pour un produit physique, c'est simple puisque finalement la douane va appliquer ses taxes quand elle va vérifier le contenu du package. Ouais. Donc finalement, elle peut collecter éventuellement des taxes d'import éventuelles à ce moment-là. Pour les services numériques, c'est un peu flou. Tu vois. Mais je crois qu'il y a aussi une notion de threshold aussi sur certains États, non? Ouais. Je crois qu'à vérifier, mais il me semble, ce que je vois dans Stripe Tax, dont on parlera après, quand tu atteins un certain nombre de volume d'affaires en TVA en Californie, par exemple, je crois qu'à un moment, tu es redevable de TVA. Alors, je sais pas encore atteint ce threshold, donc je peux pas le confirmer, mais t'as pas entendu parler de ça, non? Non, après, en fait, sur un produit comme Crisp, on s'est même pas posé la question parce qu'en fait, on les atteint pas, ces thresholds-là. C'est Hmm. assez distribué mondialement. Donc, Ok. par contre, en effet, si tu as un e-commerce et que tu expédies beaucoup de produits vers certains types de marchés, c'est Hmm. déjà, tu te Ok. poses la question d'avoir potentiellement des boîtes locales qui pourraient réexpédier les produits localement parce que ça coûte trop cher en douane de toute façon. Hmm. Dans le cas des produits numériques, Ouais, donc tu as des c'est très entrepôts un peu différent. partout. Ouais. Mm, Ok. exactement. Et donc, la TVA, elle se reverse, en fait, bah, on se connecte à son logiciel de comptabilité, et puis derrière, ça traite avec l'administration, ou on va directement sur impôts.gouv. Moi, personnellement, c'est pas moi qui le fais, c'est le Ouais, comptable parce qu'il y a le calcul déjà qui doit être fait qui est assez. qui prend du temps. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que tu prends toutes les factures, c'est ce que fait le comptable, donc c'est pour ça qu'en France et dans l'Europe en général, tu dois collecter toutes les factures Hmm. en tant qu'entreprise. Le comptable va calculer ce qui passe comme charge et ce qui est dû en TVA. Donc, il va faire un calcul assez chiant. Ouais. Et du coup, il aura un montant au final par rapport à la TVA que toi, tu as payé et qu'on doit te rembourser, la TVA que tu as collectée, etc. Et tous les mois, du coup, il va te dire combien de TVA est-ce qu'on reverse à Hmm. l'État, quoi. Et du coup, c'est lui qui se charge de déclarer la TVA et ensuite, tu as un prélèvement automatique sur ton compte en Ouais. banque. Et c'est d'ailleurs, en fait, là, c'est là qu'on se rend compte, quand on est dans le nerf de la guerre, que, en fait, c'est pour ça qu'il faut un comptable. Mm. C'est-à-dire que tu peux démarrer ton 500 Bootstrap sans comptable, mais il y a un moment, en fait, tu peux pas. Il y a tellement de trucs à penser au niveau de, ne serait-ce que juste sur le sujet de la TVA, que tu es obligé d'avoir quelqu'un qui le gère pour toi de manière à ce que ce soit bien fait, parce que en cas de contrôle dans 4-5 ans, bah, en fait, c'est de la TVA qui te sera refacturée, hein. D'ailleurs, je connais plein de boîtes qui ont eu des contrôles fiscaux et on leur a Mm. demandé, attends, on leur a toqué sur la TVA, tu vois. Et ouais. Et ce que je recommanderais, du coup, à ce moment-là, parce que c'est vrai que quand tu commences ton SaaS et que tu n'es même pas sûr de faire de l'argent, et que tu veux créer ta boîte en France, mais en fait, partout Mm. dans l'Union européenne, c'est assez similaire. Tu dois avoir obligatoirement un comptable. Ça coûte, tu es dans plutôt 150 euros minimum par mois. Tu as beaucoup de lourdeur de gestion. Mm. Alors, faites-le quand vous faites de l'argent. Ne le faites pas tout de Oui, suite. oui. Enfin, quand tu as Stripe, par exemple, tu peux te servir de Stripe Atlas finalement pour ouvrir un compte Stripe Atlas avec une boîte, par exemple, aux US, là où la Mm. compta est quand même assez Ouais, ou tu fais une rock'n'roll. auto-entreprise pour le temps d'atteindre 1 000 € de MRR, et Sinon, puis après, derrière, tu la transformes en SARL, tu exactement. vois. Ouais. Et il faut le faire, dès que vous faites 1 000 € de MRR, transformez-la en SAS ou en SARL pour éviter d'avoir un contrat de fonds de cession qui va devenir obligatoire à partir d'un certain montant, en fait. Ça va vous Mm. faire perdre du temps. Mm. Donc, faites directement auto-entreprise jusqu'à 1 000 € de MRR, et après, derrière, boum, tu la transformes en SAS Ce qui me semble qu'en ou en SARL. auto-entreprise, du coup, tu peux pas, de toute façon, t'es pas assujetti parce qu'il y a une notion, alors ça, Après, il y a aussi une t'as notion la de notion part quand tu es à plusieurs aussi. d'assujettissement à la TVA ou pas, et est-ce que tu es Oui, c'est jusqu'à redevable ou pas. 36 000, Et du coup, 36 000 chiffre d'affaires. l'auto-entreprise, tu ne peux pas retrouver la TVA que Non. tu payes. Du coup, d'un point de vue enfin, tu la collectes quand même, j'imagine. Non, tu la collectes. En fait, une auto-entreprise, Tu la en collectes France, pas? tu n'as pas assujetti à la TVA. Donc, c'est pour ça que c'est marqué sur tes factures c'est pas assujetti à la TVA. Et en plus, derrière, tu la payes que quand tu dépasses 36 000, je crois, de Hmm. chiffre d'affaires annuel. Et donc, 36 000, c'est beaucoup plus que 1 000 € de MRR, en fait. Donc, tu as le temps d'y arriver. Hmm. Et après, derrière, tu repasses tout en. Mais il y a aussi la notion, quand tu es à plusieurs cofondateurs, vaut mieux avoir une boîte où les parts sont bien définies aussi, tu vois. Et donc, je sais que c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça m'intéresse. Quand tu fais une auto-entreprise Hmm. en France, tu n'as pas de problème pour ouvrir un compte Stripe qui est finalement lié à une Non, entreprise. moi, j'ai fait 2 fois. Ok. Aucun Bon, souci. le seul problème, je dirais, c'est que Bah, t'as un ciré, hein. tu ne peux pas en fait détenir une auto-entreprise et une SAS ou une Interdit. SARL. C'est interdit. Ouais. Exactement, tu dois la fermer, par contre, Ouais. ton Donc c'est soit auto-entreprise. l'un, soit l'autre. Et donc Ouais. si vous avez déjà plusieurs SAS et que vous avez déjà une SARL, ce qui est recommandable, c'est éventuellement tu renommes ta SARL pour que ça englobe tous tes SAS. Tu sais, tu fais Ouais, une sorte de mm, ventures et tu mets tous tes SAS en fait finalement sur la même boîte exactement. légale C'est ce parce que que fait c'est Mathieu, hein. c'est Et trop ouais, compliqué de tout gérer en fait. mm. Mathieu, elle faisait ça, elle avait tout sur une SARL, tu vois. Ouais. Et donc, ouais. Et sinon, un autre point important sur la TVA, il y a deux manières d'être assujetti à la TVA, en fait. Quand quand on va créer votre boîte, on va vous demander, soit vous vous mettez au régime du réel simplifié, Mhm.
Donc en gros, vous allez faire, parce que la TVA, il faut la reverser en fait, soit vous vous mettez au régime du réel simplifié et vous allez faire 2 acomptes plus une régularisation, c'est-à-dire que vous allez payer la TVA à 2 moments dans l'année. Donc souvent, je crois que c'est au mois d'août et au mois de décembre, un truc dans le genre. Soit vous vous mettez en régime du réel normal de TVA et en fait, à ce moment-là, c'est 12 déclarations de TVA, c'est-à-dire que chaque mois, vous allez déclarer combien vous avez récupéré de TVA et combien vous avez billé de TVA et à ce moment-là, vous allez payer, au moins le mois, tu vois? Moi, je me suis mis à ce régime-là, c'est plus facile pour la gestion. Mmh. Mais après, bon, ça, c'est un point qu'il faut définir au moment où vous créez votre boîte. Et c'est un choix qui se fait selon certains principes et qu'il faut discuter avec son expert comptable, en fait, parce que ça va dépendre de plein de choses. Il y avait une question aussi importante sur la TVA, c'était sur la gestion des refunds. Comment est-ce qu'on fait quand on a billé la TVA à une boîte, par exemple, qui nous a pris un plan annuel, ou j'en sais rien, ou qui a oublié la carte et qui s'en rend compte 3 mois plus tard, et en fait qui nous demande, bah tiens, refund-moi les 2 dernières charges, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est un problème justement. C'est que, admettons que tu vends un plan à 1 000 € par an, tu as collecté 200 € de TVA, tu es en régime mensuel, tu as déjà déclaré à ton État la TVA que tu as collectée, tu Ouais. l'as payée, tu as eu le débit, des finances publiques. Bah et la personne exige un refund de cette TVA-là, parce qu'elle Mmh. considère qu'elle avait oublié en fait de déclarer son Ouais. numéro de TVA intracommunautaire, donc tu l'as considéré comme client B2C. Qu'est-ce que tu fais? Bah, ça, c'est ta politique en fait. Soit tu perds de l'argent, Ouais. soit tu dis non et la personne s'est trompée. À ma connaissance, je sais pas si c'est vraiment pas si c'est possible de créer une sorte de, tu sais, de débit de TVA pour le mois suivant en disant qu'en fait, en faisant une correction, en disant que sur la facture, je suis pas sûr que ce soit possible en fait, pour être honnête avec toi. Genre de dire, de justifier aux finances publiques, bah là, désolé, mais en fait, il y avait une erreur. Mmh. Du coup, ces 200 € là n'étaient pas dus. On Ouais. l'a jamais essayé parce que la complexité, finalement, N'en vaut le pas le coût, la coup pour, complexité vers, ouais, quand on parle de 200 €, ouais, ouais. ça Ouais, ne par contre, si justifie c'est des pas. achats de machines industrielles, ouais, là, c'est autre chose. Oui, oui. Mais ouais. Ça, du coup, j'ai aucune expertise en la matière. Dans du SaaS, du coup, visons plutôt la simplicité, c'est des choses qui vont arriver. Franchement, Tu refunds et puis voilà, ouais, quoi. t'as zéro coût d'être un SaaS, la marge est énorme. Tu refunds la TVA, si c'est pour quelques mois, c'est pas grave, le client il est content et tu lui expliques comment corriger en fait son C'est erreur. ouais. Je crois que C'est sur des Stripe, erreurs. quand tu refunds, tu peux refund tout, en fait, hein. Tu refunds pas juste, tu refunds tout le virement, hein. Donc tu auras Non, la TVA incluse. tu peux faire un virement un refund partiel. Ah OK, Nous, c'est ce qu'on fait, hein. Tu peux d'accord. choisir en fait le montant du refund partiel, et c'est toi qui calcules du coup le montant Mmh. à refund. Après, c'est qu'on n'utilise pas Stripe pour gérer la TVA. Donc on utilise un système Mmh. très custom. Donc en fait, pour nous, on voit qu'un paiement en fait. C'est pas split. Sur Stripe, si Stripe gère ta TVA, je ne sais pas comment ça marche en revanche. Mmh. Est-ce que finalement, il considère que c'est Bon, en fait, tu as 2 deux solutions. montants? Soit tu refunds tout, soit tu lui dis: «Écoute, je te refund, mais juste, le plan». Mais, après derrière, je sais pas, bon. Ça, c'est des il y a pas en fait, il y a pas de solution évidente. C'est ça que vous voulez Ouais, marquer sur les et refunds. posez-vous la question à ce moment-là, si ça arrive beaucoup, est-ce que c'est pas un problème d'UI chez vous en fait, et que les gens Mmh. comprennent pas en fait qu'il y a une case en fait pour dire je suis une entreprise et voici mon numéro de TVA. Mmh. Et éventuellement même si vous considérez que vous chargez que du B2C et que c'est anormal d'avoir du B2B par contre, et que c'est anormal d'avoir du B2C qui arrive sur votre service, bah, mettez un warning si la personne Ouais, elle a pas mis son numéro de TVA, genre pour qu'elle double confirme en fait que genre oui, je suis bien un particulier, tu vois. J'accepte de me faire charger la TVA. intéressant. Éventuellement. Si ça vous coûte trop cher, faites-le. C'est intéressant ce que tu dis et d'ailleurs, on va parler après justement de comment est-ce qu'on simplifie toute cette recueil de TVA, sur notre SaaS. Il y a juste un truc que j'avais noté et je voulais qu'on en parle, c'est que j'ai entendu une histoire assez, marrante, enfin marrante pas vraiment, mais il y a pas longtemps. En gros, c'est un entrepreneur qui a oublié de biller la TVA. En fait, c'est 39K le plafond des entreprises et en fait, il avait billé sa TVA. Il avait oublié de la biller et donc en fait, il fa continue à facturer, sans TVA. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait l'autruche en disant: «Bon, c'est pas grave». Et en Mmh. fait, l'administration fiscale, elle est revenue vers lui genre 2 ans après et elle lui a dit: «Bah, écoute, vu tout ce qu'on a, en fait, tu nous dois», et ils ont appliqué la TVA sur tout, en fait, Bien les sûr. virements, alors qu'il y avait des virements américains, donc en fait, ils étaient pas assujettis. Et ils ont appliqué sur tout. En fait, ils ont fait un calcul bête, ils ont dit: «Bah, tu as fait 60 000 € de chiffre d'affaires, tu nous dois, tant de TVA», tu vois? Et donc ils lui ont envoyé la lettre et en fait, la morale de cette histoire-là, c'est que quand on a oublié, ça peut arriver, hein, des trucs, faut jamais faire l'autruche. Ça nous retombe toujours dessus dans les années à venir et lui, c'est ce qu'il a expliqué, en fait, au final, il a perdu plus de temps que de se mettre, en règle le jour où il a vu qu'il avait dépassé, tu vois? Parce qu'il a fallu contacter l'administration, enfin tout et faire l'autruche, c'est pas du tout bon signe, Et ouais, petit aparté, la TVA, c'est une part majoritaire du budget, enfin des recettes de mmh. l'État en impôts. Ça doit être même 60 et Donc c'est quelques. énorme, ouais. C'est très énorme. Je suis pas sûr du chiffre, mais
Tu peux pas jouer avec ça, en fait. Tout ce qui peut être considéré comme fraude à la TVA, tu sais très bien que il y aura des contrôles, ils vont être extrêmement violents. La TVA, c'est le truc où il ne faut pas jouer et on peut très facilement se tromper. Donc vérifiez toujours avec un comptable, Mmh. bien qu'on vous explique les choses ici de façon simplifiée, parce que je sais que c'est assez complexe à comprendre quand tu recherches des ressources en ligne. Vérifiez toujours en fait avec un comptable parce qu'il y a toujours des conditions particulières, machin. Enfin, tu peux Mmh. vendre aussi à des clients qui ont des TVA réduites, enfin des taux réduits de TVA. Il y a toujours des conditions particulières. Ouais et surtout, c'est pour ça d'ailleurs que l'État, on le voit jamais faire des réformes sur la TVA parce que s'il change le moindre pourcentage de TVA, ça représente des milliards de dollars, tu vois? Enfin Exactement. d'euros et donc ça c'est alors maintenant on va parler d'un point important, il y a 2 manières de gérer tout ça quand on fait des paiements sur son SaaS. Alors, on va prendre mon cas et le cas de Valérian, donc qui est différent. Il y a le cas où, maintenant qu'on a compris les différentes entreprises, soit on code nous-mêmes un système, pour faire les charges avec Stripe, mais à ce moment-là, il va falloir pas se tromper sur la TVA qu'on facture et on peut commencer par ce système-là, où on fait tout in-house, et si tu peux nous parler de ça et je voudrais en fait comment est-ce que vous gérez et surtout tu Mm. peux nous parler de ton package que tu as fait, Mhm. GitHub, qui Mhm. s'appelle, Node Sales Tax. Exactement. Je peux te laisser commencer sur la TVA gérée par Stripe. Ouais, ce Donc sera plus facile, tu as raison. C'est le ce plus ce qu'on recommande éventuellement pour commencer un ouais, SaaS, puisque c'est intégré, OK. mais Alors, coûteux. il y a trop alors en fait, c'est pour ça qu'on utilise des intermédiaires de paiement qui ont des, systèmes qui gèrent la TVA pour nous. Donc il y en a plusieurs, il y a Lemon Squeezy, il y a Paddle, il y a Stripe et en fait, il faut savoir que dans Stripe, par exemple, ils ont des systèmes, comme, ils ont un truc qui s'appelle Stripe Billing qui te permet de bah, d'ailleurs, c'est quand on s'inscrit sur Twitter, quand on paye sur Twitter ou qu'on paye sur, OpenAI, c'est ce qu'ils utilisent, cette, espèce de portail de checkout, qui est généré par Stripe. Donc nous, on ne gère pas du tout et en fait, Stripe, il va calculer. On fait des produits sur Stripe, par exemple, je sais pas, 40 par mois et Stripe, en fait, il calcule combien vous allez devoir de TVA en Mhm. fonction du code postal de la boîte. Et donc, il va tout récupérer, le niveau de TVA, etc. Et en fait, la taxe est gérée par Stripe. Ok. C'est Stripe dans son checkout qui gère ça. Donc, en fait, c'est un gain de temps phénoménal. Paddle le fait, Lemon Squeezy le fait également. Euh, Ensuite, vous avez un autre module dans Stripe qui s'appelle Stripe Tax. Et Stripe Tax, il sert exactement ce que disait Valérian juste avant. C'est quand, dans certains pays, on va atteindre des thresholds. Et Stripe Tax, il va vous permettre notamment une des features, c'est d'être alerté quand on a atteint un threshold dans un État aux États-Unis ou dans un pays en Europe, etc. Pour du coup calculer ça. C'est des modules qui sont payants, donc c'est-à-dire que sur le pourcentage de commission qu'ils vous prennent, ça va augmenter quand vous les avez installés. Par contre, ils vont vous faire gagner quand même un temps important en termes Mhm. de et nécessaire en termes de développement et de maintien, de la fonctionnalité. Donc, juste pour résumer, les taxes, dans Stripe, elles vont être calculées automatiquement en fonction du code postal dans leur checkout et Stripe Tax, il vous alerte quand vous avez dépassé un threshold pour un pays ou un État. Donc, c'est une solution qu'on recommande justement pour gagner du temps d'avoir juste un système comme ça. Du coup, Stripe Tax te précalcule la TVA selon l'origine En du fait, c'est client. Billing qui, C'est je crois Stripe Billing, ok. ouais, je crois que c'est lui Ok, qui te calcule tout ça en fonction du code postal. d'accord. Stripe Donc Tax, c'est un c'est truc lui qui se charge de vérifier aussi l'origine du client, le numéro de TVA. Parce que ouais, ouais, ouais. ce qu'on n'a pas dit, en fait, c'est que Il t'alerte quand il est invalide. techniquement, en fait, tu es censé vérifier en fait la validité du numéro de TVA qui t'est fourni. Exactement. Et donc le problème à ça, c'est que c'est l'Union européenne, les services Ils ont une API, ouais. numériques de l'Union européenne qui te fournissent une API qui est une API SOAP. C'est même pas une API REST, enfin, c'est un truc qui est vieux. Enfin, Ah ouais? ouais, c'est très, très ancien comme type d'API. Et elle est souvent lente ou parfois hors ligne. Elle est pas du tout reliable. Elle est si importante pourtant. Et du coup, par exemple, nous, genre on le fait pas, on vérifie pas les numéros de TVA. Juste parce que c'est pas pratique, quoi. Mmh. Dans la loi, techniquement, tu es censé le faire, mais en fait, en pratique, pas beaucoup de monde le font. Et je suis prêt à mettre ma main à couper que les gens qui le font, c'est parce que les factures sont élevées et du coup, si jamais la Et TVA est ouais, une erreur. requalifiée, Ouais. finalement, ça va leur coûter cher. Tout simplement parce qu'en fait, la seule API qui est disponible pour vérifier ces numéros-là, je dis pas vérifier la validité du numéro syntactique, parce que ça c'est facile à Mmh. vérifier avec t'as des librairies qui le Ouais, font. ouais, des C'est vraiment regex, ouais. vérifier que le numéro d'entreprise qui t'est fourni, Existe. il peut exister, mais le numéro de TVA peut ne pas exister parce que l'entreprise n'est pas dans le système TVA. Ça peut Mmh. arriver. Ou l'entreprise vient d'être Ah, créée, ce par que tu as exemple. eu toi avec C'est ce ton qui m'est ouais. arrivé en effet avec les autorités allemandes qui avaient vérifié et le numéro de TVA Mmh. n'existait pas dans les bases de données. Donc ça, tu es censé le vérifier. En principe, tu le fais pas. Donc ma question, c'est est-ce que Stripe finalement le fait pour toi? Et si c'est le Heu, cas, c'est super cool. Stripe, il le fait parce que moi, des fois, ça m'est déjà arrivé qu'il met invalide, TVA number Trop sur des bien. clients.
Mais j'imagine qu'ils ont une sorte de cache de base de données globale où C'est ils possible, ouais. vont, De toute ouais, façon, ils doivent faire tellement de requêtes. Et je ils te pense, disent, ouais. attention, ce numéro de TVA, il a été valide, il est rentré, mais par contre, il n'existe pas en fait. D'accord. Ça, Tu le c'est vois super cool. tu cliques sur le client en fait, et tu vois sur le côté les informations du client, et Ouais. tu as un truc rouge en dessous le numéro de TVA avec un C'est super message cool d'erreur. parce que quand tu dois te taper en direct dans les API Mm. de l'Union européenne sur ça, Ouais, ça fait gagner un temps fou, hein. ouais, il faut gérer en fait la downtime. Il faut te dire que parfois ça sera en non disponible et qu'est-ce que tu fais quoi? Tu Mm. laisses quand même le client passer? Je pense que oui. Et donc voilà, donc ça c'était le premier système qui avait C'est le d'utiliser des système, intermédiaires de paiement qui gèrent pour vous en fait à la fois la facturation de TVA et l'alerte des ouais, thresholds. donc simple mais coûteux, mais rapide à implémenter. Enfin, coûteux en termes de commission, donc c'est au Ouais, début pas ouais, très coûteux, mais long terme. ouais. C'est juste que si ton SaaS commence à faire un joli MRR, Mm. tu vois, les pourcentages commencent à représenter beaucoup d'argent. Ça peut représenter 20 000 euros par mois, ouais. Et ouais, tout à fait. Et tout comme finalement, ce que le prix de Stripe, tu sais, genre Mm. de l'API Stripe juste pour processer des cartes bancaires, Ouais, coûte assez cher aussi, ouais. hein, Ok. sur des gros volumes. PayPal, pareil, c'est très Mm. cher. Donc la deuxième solution, donc ça c'est dans notre cas, on a implémenté un système qui gère le billing, mais chez nous Voilà, en en maison. interne. Donc on n'utilise pas le système qui vient planifier quand est-ce qu'on doit débiter les clients, que Stripe propose. On a développé ça en interne pour la simple raison qu'à l'époque, beaucoup de clients voulaient payer par PayPal. Je crois que c'est à peu près 10 ou 15% de notre base utilisateur qui paye par PayPal. Et ils sont en Allemagne, non, je crois. Non, non, pas du tout. Ah, Enfin, ok. c'est vraiment, ça dépend. Mais en fait, c'est vraiment des personnes qui voulaient pas payer par carte bancaire. Donc, en Ok. fait, on va pas les refuser, ces clients-là. Et donc, en fait, à l'époque, c'est en 2015, Stripe ne proposait pas d'intégration PayPal. Aujourd'hui, je l'ai vu sur le dashboard Stripe. Donc, a priori, c'est possible de Je crois que je connecter l'ai son vu aussi, PayPal et ouais. du coup de gérer Mm. d'intégrer PayPal, en fait, finalement, à ton scheduler de billing Stripe. D'ailleurs, faut que je le fasse, c'est une bonne nouvelle, ouais. J'avais J'ai pas oublié. testé. Après, j'ai pas confiance parce Euh, que j'ai peur sur les renews, tu vois. Avec PayPal, j'ai l'impression que tu peux ouais. facilement faire des refunds et tout. Enfin bon, faut voir. Et du coup, PayPal, on utilise une API qui est dépréciée aujourd'hui parce que PayPal aussi a son propre système de scheduling de paiement. C'était le PayPal Adaptive Payments. Et en fait, tu peux même plus créer de compte aujourd'hui. C'est Mm. déprécié. Par exemple, des boîtes comme Spotify utilisent toujours ça quand tu veux payer par PayPal. C'est toujours actif pour les anciens clients. Donc bref, on avait récupéré tout ça et on avait finalement implémenté notre propre scheduler de paiement. Donc, ce qui veut dire que le calcul de la TVA, la génération des factures, eh ben C'est c'est vous nous qui gérez. qui la gérons. Mm. À l'époque, il y avait tout un tas de solopreneurs aussi je me souviens, qui lançaient des business de calcul de TVA à ce service via API. Il me semblait que je me souvenais d'un service qui s'appelait Octocat. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était un mec de The Family, il me semblait, qui développait Ah ça. oui, Tu connectais ton Stripe et en fait, c'était la layer en fait qu'il proposait qui calculait la TVA pour toi. Octobat. Octobat, pardon. Octocat, c'est Ouais. GitHub. Et Octobat, Ouais. ça génère les invoices aussi. Ouais, ok, ouais, bah c'est ça. Et du coup, c'était vraiment des services simplifiés comme ça qui te permettaient de pas avoir à gérer ça. Mais maintenant, Stripe le gère en interne. Et d'ailleurs, je comprenais pas à l'époque pourquoi Stripe ne le faisait pas. Parce que ça a beaucoup de valeur. Donc bref, on a développé notre propre système. Donc c'est nous qui sommes responsables de la TVA. Donc pour ça, en fait, on a notre backend, c'est du pur Node.js, Mm. JavaScript. Donc je me suis chauffé, je me suis dit, ok, je prends quelques jours pour développer une librairie JavaScript qui permet de centraliser tous les pourcentages de TVA qui sont dus dans tous les pays du monde entier. Voilà. C'est Donc un grand JSON, quoi, cette avec. librairie s'appelle node-sales-tax si vous la Mm. cherchez. Donc si vous allez sur npmjs.com, vous tapez juste sales-tax et vous la trouvez. Elle est mise à jour régulièrement tous les ans avec les changements de TVA. Par exemple, il me semble que la Suisse a dû changer son pourcentage de TVA cette année. Enfin, je sais, Mm. tous les ans, il y a des pays qui changent, notamment après le Covid. Il y a eu des changements. Et parfois, c'est même des changements temporaires. Donc, en fait, il faut pouvoir te dire, OK, après cette TVA-là, c'est un pourcentage, mais qui expire dans 2 ans, tu vois. Et après, la TVA normale du pays revient parce qu'en fait, c'était les périodes Covid où les pays avaient besoin de cash. Ah, c'est vraiment un Donc, énorme c'était cirque. compliqué. Ouais. Donc, il y a un gros JSON, en fait, qui compile tous les numéros de TVA, les pourcentages. Et la librairie, en fait, te permet de déclarer quand tu la démarres, quand tu l'importes, ton pays d'origine. Mhm. Donc, ça veut dire où est-ce que mon entreprise qui génère les factures se trouve. Donc là, France. Mm. Donc, tu mets FR. Et du coup, tu peux mettre est-ce que j'active le calcul de la TVA internationale ou pas. Donc là, bah, dans notre cas, on la désactive. Comme ça, tout ce qui est international, ça nous retourne 0%. Voilà. Et ensuite, bah, super simple, est-ce que j'active ou pas le numéro, le fraud check. Donc, c'est-à-dire, en fait, est-ce que je vais taper dans les API de l'Union européenne pour vérifier si les numéros ou Mhm. pas sont valides? Non, c'est trop lent. Mais tu peux le faire si t'as envie. Tu peux le faire si tu as envie, mais c'est Ouais. assez lent at scale. Et donc, de l'autre côté,
bah, j'ai juste une fonction assez simple qui me dit Allemagne, origine du client Allemagne, origine de la boîte, bah, du coup, nous, c'est France. Mm. Donne-moi le numéro de TVA, le montant de Pourcentage. TVA Mm. sur ce montant-là. En fait, je peux mettre Ah directement ouais, le tu mets le montant et ça montant le et il te dit en calcule. euros combien c'est, au centime près, Exactement. quoi. Et du coup, tout ça, en fait, on l'a dans notre système. Donc, dès qu'on génère une facture, avant de générer la facture, on passe le montant Mm. avec toutes les données du client à cette librairie-là. Et magiquement, elle te retourne le bon pourcentage de TVA avec les bonnes règles fiscales qui sont appliquées. C'est-à-dire, si c'est un B2B, si tu as un numéro de TVA, il va te retourner la TVA uniquement si tu es dans le même pays d'origine. Donc, France to France, par exemple, si le client étranger, tu lui passes FR et que toi, tu es Mm. en FR, ça va te retourner 20% parce que ton origine, c'est FR, tu vois. Et que, comme on a expliqué au début du podcast, de l'épisode, de pays à pays, en B2B, tu payes quand même, tu prélèves quand même la TVA. Mm. Donc ça applique vraiment cette matrice de décision. En fait, c'est du code qui applique la loi, quoi, pour faire simple. Et après, ce montant-là, finalement, qui sort de la librairie, on le passe à notre propre système Qui d'édition de rajoute facture, le montant et qui voilà. génère la facture en PDF, et puis après, ça part au débit Stripe, et la facture est envoyée au client. Et tout ça, c'est fait in-house. Ouais. Ne le faites plus aujourd'hui. Je vais être très honnête, il y a même des outils open source dont j'ai entendu parler qui le font Ah aujourd'hui. oui, comment ça s'appelle? Ils sont français en plus, je Ouais, crois. ouais, j'ai vu. Je sais qu'Antoine m'en avait parlé. Antoine de Crisp. Ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que ça existe et que ça avait l'air assez bien foutu. Donc, si vous voulez le faire aujourd'hui, ne le faites pas vous-même parce que c'est quand même. Enfin, c'est assez painful. Je vais être honnête. Et en fait, le SaaS en question qui parle s'appelle Ouais. getlago.com. Mm. Et en fait, c'est ça qu'ils font. Ils permettent de pouvoir avoir un billing open source que vous avez fait vous-même Uh-huh. pour pouvoir ne pas se taper les commissions de Stripe. Exact. Parce que Ah, j'ai compris, en fait. Ah, Ouais. j'avais pas compris ce qu'ils faisaient ça, d'accord. En fait, ils font en fait tout ce que tu as fait, Ouais. sûrement mieux avec plein de trucs, pour pas avoir les commissions de, je sais pas, 3% de Stripe, quoi. Alors, par contre, le billing, je vais pas vous. Enfin, Ah, c'est vrai, c'est je vais cool. pas vous mentir, c'est l'enfer à gérer. C'est-à-dire que Ouais, si la carte bancaire, compliqué. tu peux avoir des codes d'erreur temporaires qui sont retournés par les banques des Hmm. clients. Parfois, en fait, les débits passés, ça fait 10 mois qu'un client, sa carte, elle passe. Et là, temporairement, ce mois-ci, il y a un code d'erreur trop bizarre qui vient de la banque. Et en fait, pourtant, il a les fonds, pourtant, le paiement est autorisé. Et du coup, tu dois gérer aussi les retries toi-même avant de désactiver la Hmm. souscription qui était due. Donc, en fait, les retries, c'est chiant à gérer. Genre, si tu as la l'API de Stripe qui est légèrement ralentie et que tu as des codes d'erreur de l'API de Stripe, ça n'arrive jamais, mais ça peut arriver. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu considères le paiement comme failed? Ou alors est-ce que tu le gardes en queue dans un Après, système de eux, queuing? Parce que ça peut faire des ça, doubles c'est quand on débits. fait in-house, quoi. Ça peut faire des doubles Hmm. débits, tout simplement. Si Hmm. tu répètes la même requête sur le même paiement plusieurs fois, Hmm. tu peux double facturer un client pour une facture qui est unique, tu vois. C'est-à-dire facturer 2 fois, Hmm. débiter 2 fois 100 euros au client, alors que tu as émis une seule facture de 100 euros. Et là, ça fait un truc bizarre dans ta comptabilité, tu vois. Donc, c'est pas anodin. Donc, je recommanderais effectivement de passer par des outils déjà faits. Après, un outil comme Lago, je pense que c'est très utile quand on fait déjà beaucoup de chiffres d'affaires. Enfin, peut-être pas beaucoup. Enfin, en tout cas, quand on démarre son SaaS, à mon avis, moi, je ne m'embêterais pas. Je mettrais du Stripe, du Paddle ou du Lemon Squeezy. Et derrière, Ouais. ça, c'est des questions qui se posent quand on commence déjà à faire plusieurs centaines de milliers d'euros de MRR. Enfin, Ouais. à mon avis, hein, Les peut-être. économies peuvent être substantielles, en effet, si Ouais. Sinon, tu... tu économises quelques euros, c'est rien. Oui, tout à fait. Donc, voilà. L'avantage, je dirais, d'un système de billing interne, c'est que tu peux te plugger après à des systèmes de paiement locaux que Ouais. Stripe ni PayPal ne gèrent. Donc, admettons, je prends un exemple, on le fait pas, mais si tu fais du business en Iran, par exemple, en Iran, en fait, ils peuvent pas payer par les systèmes occidentaux. Donc, tout est occidental, en fait, sur ça. Mm. Donc, tu vas passer par le système qui s'appelle le Shetab, qui est leur système de paiement local. Et comment est-ce que tu l'intègres, tu vois, si, si ton scheduler de billing est chez Stripe? Et donc ça te permet d'adresser des marchés un peu moins ouverts, on va dire. Ouais, et peut-être tu as un setup du coup, le Shetab. Non, absolument pas. Donc, Non, eux, non, ils non. payent en fait soit avec leur carte bancaire, Ils ils peuvent se pas payer. débrouillent. Ils Ouais. peuvent pas payer. Ah, on leur a bloqué les paiements, on dit rien, c'est ça? Non, ils sont pas bloqués, mais c'est juste que ils n'ont pas accès au système de paiement D'accord. master, enfin tout ce qui est carte, machin, tout ce qui passe par Stripe, Mm. c'est pas accessible pour eux. Donc ceux qui veulent payer, généralement ils passent par un oncle en Grande-Bretagne, aux Émirats, tout ça. Ouais. C'est un peu comme au Maroc, c'est compliqué de payer des services à l'extérieur. Ouais, le Maroc c'est différent, c'est qu'ils ont le change. En fait, tu peux pas, Tu peux quand pas tu as une carte bancaire, Ouais. tu peux pas. Tu as un quota tous les mois ou tous les ans Oui, de exactement. change. C'est-à-dire que En tu peux dirham, pas ouais. convertir tu peux convertir un certain montant de dirhams maximum en euros ou en Mm. dollars et après tu es bloqué. Et le montant est très bas.
La limite est très basse et du coup, les boîtes Ouais. marocaines ont beaucoup de mal à acheter des services étrangers. Parfois, elles te demandent aussi si c'est possible de payer par virement bancaire Mm. et international, par TransferWise, par exemple, et ça passe. Il y a pas trop de limites, a priori. Ok. Donc, ouais, les spécificités Par nationales, pays, ouais, après, ça. sont aussi à considérer. C'est même pas un sujet de TVA, là, vraiment, c'est un Mm. sujet de paiement. Et Mais at scale, on se rend compte que en fait, ils se multiplient et tous les cas qu'il peut y avoir, ouais, etc. Ok. vraiment. Ouais. Eh ben écoute, on a traité tout ce qu'on avait à dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou si on a dit un truc qui était faux. Parce que, attention, vérifiez aussi nos informations, on n'est pas comptable. Mm. Donc, c'est vraiment ce qu'on a appris sur le terrain et ce qu'on essaie d'appliquer. Mais après, évidemment, faut vérifier tout ça, double-check avec un comptable, on n'est jamais trop prudent. Et je sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais terminer ou. Non, vraiment, en fait, enfin, je suis très content de contribuer à ce genre d'informations, puisqu'en Ouais. fait, nous, quand on a commencé, vraiment, les informations qui étaient disponibles en ligne, c'était beaucoup d'avocats, finalement, ou de boîtes Mm. spécialisées, en fait, tu sais, des billets de blog, en fait, où ils te Ouais. mettaient quelques informations, et puis après, c'était acheter nos services pour en Mm. savoir plus, quoi. Et finalement, tout ce qui est relatif à la maîtrise du droit, les informations ne sont pas si ouvertes que ça, et elles sont généralement complexes. Et c'est très, très bien de les vulgariser, de les simplifier. Exactement. Donc, je suis très Et ça content fait de économiser du partager temps. cela. Ouais, parce Voilà. que là, c'est plusieurs jours d'études, on va dire, Ouais, et puis personnelles, surtout, ces pour sujets-là, je sais comprendre pas le pour toi, sujet. mais moi, je suis jamais sûr en fait. Je suis à chaque fois obligé de Ouais, triple-check tout pour être sûr, et etc. ouais, ouais, Et puis après, bon, faut se dire, c'est pas si grave. Si vous avez fait une facture un jour où il manque la TVA parce que je sais pas, il y a un problème, bon, bah, ça se rectifie après à un moment. Hein, mm, je veux dire, mm, l'important, c'est essayer de faire les choses à peu près correctement. Et justement, utiliser des outils comme Stripe Tax, Stripe Billing, Paddle, Lemon Squeezie, etc., ça vous évite bah, justement de faire des erreurs en fait. Vous payez un peu plus cher pour ne pas faire les erreurs en fait en développant votre mm, système in-house qui de toute façon ne s'impose pas au début de votre ça c'est clair. mm. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Il y a un autre épisode qu'on a sorti avec une interview avec les gars de Jomo qui est super intéressante. Donc, je vous encourage aussi à la regarder. Merci à Valérian d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet-là. Mais de rien, c'était un plaisir. Et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.